Un petit mot sur AMP Interactive et AMP Visual TV, quand même vous parler un peu de notre métier avant de vous parler de qui je suis, parce qu'au travers ces deux marques-là, en fait, ces deux entreprises, la première que j'ai créée ici à Olonne-sur-Mer, exactement il y a presque 30 ans maintenant, AMP Interactive, qui intervient dans le domaine de la fabrication de films de commande pour les entreprises. Une entreprise dont le siège est également, comme toutes mes entreprises, au Pays des Olonnes, qui regroupe aujourd'hui une trentaine de collaborateurs et qui est le prestataire majeur de la production de films d'entreprise sur tout l'ouest de la France. Et puis l'autre pan de l'activité qui nous vaut d'être reconnu et peut-être sans doute beaucoup plus connu au niveau national et international, qui est AMP Visual TV, une activité qui s'est développée pas tout à fait au début de l'aventure, on en parlera tout à l'heure, et qui aujourd'hui ne se consacre, cette activité-là ne fait que la fourniture de moyens techniques pour la télévision. Concrètement, quel est notre rôle? Quand vous regardez l'émission de télévision, il y a plusieurs maillons de la chaîne. Il y a ceux qui la diffusent, TF1, France 2, Canal+, M6, entre autres, qui diffusent le programme. Il y a ceux qui le conçoivent éditorialement, ceux qui ont l'idée. Ce sont des producteurs dont les noms sont de plus en plus connus parce que forcément leur nom est attaché à des entreprises à des émissions très connues comme Endemol, Shine, entre autres, par exemple. Et puis derrière, ces gens-là sous-traitent à des prestataires techniques, la fabrication technique des émissions de télévision. Donc nous, on amène les caméras, les micros pour que tout ça fonctionne dans le poste. Donc si des concepts d'émissions ne sont pas très bons, c'est totalement pas de notre faute. Par contre, si en cours de route, il y a des pannes, des coupures de micro, oui, ça c'est de notre responsabilité. Donc on ne garantit pas le contenu éditorial de nos émissions, tant mieux. Par contre, on essaie d'en garantir la qualité technique. Et puis, mieux que des photos, pour commencer éventuellement, pour raconter notre métier, quand même ce qu'on fait de mieux, et on a demandé à MP Interactive de faire un petit film qui raconte notre métier en quelques minutes. Alors, j'ai pris un exemple très récent. Nous avons filmé pour le monde entier et pour la majorité des chaînes qui retransmettaient l'événement des 24 heures du Mans. C'était il y a une quinzaine de jours. Donc je vous propose en images un retour dans les 24 heures du Mans, mais côté coulisses, pour voir quel est le métier d'AMP Visual TV qui fabriquait toutes les images que vous avez vues au travers le monde des 24 heures du Mans. Installer une caméra sur le toit du PEC. Je te laisse nettoyer l'optique et je vais te mettre un taulier rouge. Ans d'aventure avec la CO, c'est aussi 10 ans d'amitié et d'innovation technologique. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bah, c'est parti là pour pas 24 heures pour moi puisqu'on fait des shifts, mais au moins la moitié de la courbe. Tout le monde parle des 10 ans d'AMP Visual sur les 24 heures du Mans, et moi j'irai un petit peu plus loin, je dirais 11, parce que il y a 11 ans exactement, on a proposé un dispositif fibre et personne n'y croyait, et on a insisté et on a réussi à convaincre le board de la CO, et nous sommes partis sur une grande aventure, et voilà, ça fait 10 ans maintenant qu'on tourne comme ça, et chaque année on upgrade le dispositif. Traditionnellement, on tirait plein de câbles entre tous les camions, le postcom, on réunissait tout ça avec du cuivre. Et cette année, on a essayé d'innover et on a commencé à transmettre tout ça par réseau. C'est beaucoup plus souple. Tous les audios sont présents dans tous les cars, directement, sans avoir à tirer de câble. Il faut profiter des innovations, il faut oser. Et on a osé, ça marche très bien, donc on va continuer comme ça. Welcome to the warm-up session.
aujourd'hui par rapport à avant, on a un outil qui nous donne des informations. Avant, on n'avait pas d'infos. C'est-à-dire qu'on se demandait quand l'hélicoptère allait décrocher au niveau des on-board, alors qu'aujourd'hui, on a un système qui fait qu'on a des on-board pendant 24 heures. Avant, on se demandait où étaient les voitures sur la piste parce qu'il y avait 4 cars et on se demandait si c'était dans le nôtre ou dans celui d'un autre. On sait tous, quand on fait du sport mécanique en tant que réalisateur, qu'il n'y a pas de plan large. On peut se dire que la petite sécu aujourd'hui, c'est la on-board. Le Karachef cette année, c'est 18 caméras embarquées, à raison de 4 caméras par voiture en moyenne. On équipe aussi un hélicoptère, une cable caméra et 11 caméras pit lane. Ça fait combien d'années ? Ça fait 10 ans. Le Mans, c'est vrai que c'est une bonne réunion de famille, ouais, c'est plutôt sympa en fait. Les 24 heures du Mans ont beaucoup changé en 10 ans. Tout est vraiment génial, c'est le pied total. Attention à la 24, top 24. Happy birthday to you. Oh, j'ai pas oublié l'eau. Parce qu'aujourd'hui, avec le soleil, ça va être chaud. Je m'occupe de l'essence, les scooters. Nous innovons sur la partie second écran en proposant au grand public d'accéder via une application iPhone et Android à des contenus additionnels de l'écran principal, à savoir le cinéma international en français et en anglais. 18 caméras on-board en direct, ainsi que des contenus VOD additionnels toutes les 5 minutes. Il y a une vraie collaboration humaine avec les personnes qui gèrent la production, mais aussi des contacts directs avec l'ensemble des techniciens de chez AMP, que ce soit les HF, tout le système vidéo, la composition du dispositif global. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réunions, beaucoup parfois ensemble, de moments où on s'est dit ça marchera pas, ou ça marche, ou c'était génial. On a eu des années avec des vrais moments de bonheur de découvrir de nouveaux systèmes qui nous ont apporté des possibilités pour la réalisation. Top Westcam, attention 24. Top Westcam. Donc voilà, par l'exemple et par l'image, notre quotidien, toutes ces images, pour moi c'était un rêve. Moi je suis à l'origine un technicien, mais avant d'être un technicien, je suis un passionné d'images. J'ai toujours eu l'œil de ma jeunesse rivé dans le regard d'un appareil photo, des rencontres je me souviens le départ du Tour de France en Vendée, le premier grand départ en 1976. À l'époque j'avais que 11 ans, mais l'image je l'ai encore dans ma tête, cette caméra sur le toit d'un camion. Je me dis mais ça c'est fabuleux. Sur l'instant, j'avais pas dit j'en ferais mon métier, mais ça m'a sans doute marqué parce que l'image, je l'ai encore en tête. Et puis après des rencontres, une première activité avec la radio, forcément on touche à l'audiovisuel. J'ai commencé en faisant de la radio dans les années 82. Je suis né en 1965, donc en 82 j'avais 18 ans. J'accompagnais ici à la radio Côte de Lumière avec Alain Roy. Donc j'ai touché à la radio et puis la radio m'a amené à l'image. Et puis en 1986 j'ai créé mon entreprise après avoir fait 2 ans d'études sur Paris. En 1984, mon bac raté pour une première fois au Sable d'Olonne, réussi pour une seconde fois à Nantes. J'ai réussi à être pris dans une école audiovisuelle à Paris. J'ai appris ce que je savais faire, c'est-à-dire c'était l'image, un métier d'ingénieur du son à l'origine. Et puis comme je dis à mes équipes du son, ça leur fait toujours très très plaisir. Je leur dis, vous savez, vu que le son c'était trop compliqué, je suis vite passé à la vidéo, ce qui est plus simple. Donc
je me mets à dos une partie de mon équipe, puis soudainement une autre partie m'apprécie. Et puis en 1986, j'ai créé AMP après avoir fait un an de stage. On a vu l'image de Studio Gabriel. Je galérais pour avoir des stages. J'étais déjà à l'époque timide, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui, même si ça ne se voit pas forcément. Et puis je peinais à avoir des stages. Et puis j'en ai eu un dans le plus bel endroit de Paris, dans le plus beau studio de Paris. On y verra tout à l'heure, à l'époque où Michel Drucker tournait Studio Gabriel, tournait Champs-Élysées à Studio Gabriel. Donc j'ai appris mon métier en stage pendant quasiment presque 6 mois dans les coulisses de Champs-Élysées. Donc j'ai vu aussi comment on fabriquait des émissions de télévision, et j'ai aussi vu qu'on pouvait faire bien, et humblement, c'est important. Ensuite, évidemment, créer sa boîte. Donc, je suis parti parce que Paris m'a un peu révolté par ailleurs. D'un côté, j'estimais qu'il y avait trop de passe-droit. Moi, je galérais pour avoir des stages, alors que dans mon école, d'autres les obtenaient par la direction de l'école. Mais moi, mon père n'était pas ni ministre, ni un chef d'État africain qui payait les études en France à ses enfants. Donc, je me suis dit, ce milieu audiovisuel, il y a trop de passe-droit. Je vais créer mon entreprise au Sable d'Olonne, à Olonne-sur-Mer exactement. Et j'ai démarré ici en 86 avec en tout et pour tout à l'époque 120 000 francs, c'est-à-dire un peu plus de 15 000 euros en poche. J'avais emprunté la moitié à mon grand-père et j'avais demandé à mes parents de mettre le reste au capital. Puis voilà comment ça a démarré. Et on a commencé en faisant du film d'entreprise. L'autre jour, je faisais le calcul. Le chiffre d'affaires de l'époque, qu'on mettait en une année, on le fait maintenant à un peu moins de 2 heures, pour vous donner un ordre d'idée. Mais attention, à l'époque, on n'était que 2, maintenant on est 420 quand même. Donc, et puis ma passion était toujours la technique, et donc la technique a beaucoup compté dans les réussites de l'entreprise, parce que je suis arrivé à un moment sur le marché où il y avait une nouvelle technologie technique en termes de type de caméra et de support d'enregistrement. Donc ça m'a permis de faire des choses que mes confrères ne faisaient pas. Ils étaient encore en train de payer le matériel qu'ils avaient acheté 2-3 ans avant. C'était à l'époque où le matériel il y avait une obsolescence très très rapide. Et puis donc j'ai pu arriver en proposant à mes clients films d'entreprise, des trucages que d'autres ne faisaient pas. Donc très très rapidement, le réseau vendéen des chefs d'entreprise a fait le reste du travail, c'est-à-dire qu'ils m'ont plébiscité les uns les autres. Un PRB en parlant à Yves Gonor, un Yves Gonor en parlant à Jean-Michel Mousset. Ça revient aux oreilles du conseil général de la vie des Sables. Voilà comment l'affaire est partie. Et très très rapidement, on travaille aujourd'hui à MP Interactive, quasiment travaille pour les 50 plus grandes entreprises vendéennes, quasiment sans réseau commercial. Et puis la Vendée m'a été essentielle, et d'une parce que l'activité film d'entreprise, parce qu'à l'époque on ne faisait que ça, marchait beaucoup par bouche à oreille. Les chaînes d'entreprise ont été des prescripteurs, et puis aussi la Vendée était des moments extraordinaires aussi où il y a eu des rencontres dans la vie, la chance, faut la provoquer, la saisir. En 1992, l'entreprise avait 6 ans. Il y avait le Vendée Globe. C'était le deuxième Vendée Globe. Moi, sur le premier, je suis quasiment pas intervenu. Et au moment du deuxième Vendée Globe, on a rencontré un homme de télévision, Georges Pernou, qui a débarqué chez nous en nous repérant dans les pages jaunes. Donc, preuve que ça sert de commencer par le A. On me l'avait dit quand j'avais créé l'entreprise, mais ça s'avère utile. Donc il a découvert AMP dans les pages jaunes, et il est venu chez nous pour nous louer un petit banc de montage pour faire les montages de l'émission Thalassa au moment du Vendée Globe 92-93. Et en partant, il nous dit, on se connaissait pas, hein, et il nous dit vous êtes des gens sympas, vous avez un bon état d'esprit, vous devriez faire de la télévision. Alors forcément, quand on a 27 ans, que quelqu'un comme Georges Pernou vous dit ça, puis je me suis dit quand même qu'en télévision, il devait quand même s'y connaître, cet homme, donc je pouvais l'écouter, mais je me suis dit oui, effectivement, j'ai envie de faire de la télévision. Forcément, quand lui, il me dit ça, je me souviens 7 ans avant de mon stage chez Drucker, ça me donne envie de faire quelque chose, mais avant tout, j'étais vendéen. Et avant tout, je voulais rester habiter au Pays des Olonnes. J'avais pas envie d'aller à Paris, parce que la télévision ne se faisait qu'à Paris à l'époque, avec en plus c'était des Parisiens qui faisaient la télévision, mais en plus ils avaient des méthodes très très parisianistes, c'est-à-dire que globalement, en dehors de Paris, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait même pas de vie audiovisuelle au-delà du périphérique, c'est-à-dire des gens du Triangle d'Or, la région de Boulogne, le 15e, ignoraient même qu'il puisse y avoir un sous-télévision à la Porte des Lilas. Vous savez, c'est à l'autre bout de Paris. C'était trop loin, et encore, il n'y a pas très longtemps, c'était encore le cas. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de séduire ce milieu quand même très fermé en étant vendéen? Eh ben, j'ai vu qu'ils ne viendront pas à moi pour mes beaux yeux, j'irai à eux.
Et je me suis dit, je mets des moyens techniques dans des véhicules, ça va me permettre d'avoir de la mobilité. La technique, c'est ce que je sais faire. Et ça, c'est l'idée qui m'est arrivée en mars 93, après ce Vendée Globe où j'avais rencontré Georges Pernou. Mais bon, de l'idée à passer à l'acte, il a fallu quand même un pas. Le pas a été provoqué un jour, il y a un client qui m'appelle, que j'avais aussi rencontré grâce au Vendée Globe, et il me dit, Gilles, as-tu un banc de montage, vous savez, c'est pour faire des reportages, que l'on met dans un véhicule, j'ai besoin de toi pour faire le Tour de France à la voile. Je dis, Hervé, il n'y a aucun problème, c'est tout ce que tu veux. Et quand j'ai raccroché avec lui, j'ai immédiatement appelé Renault pour dire, est-ce que vous avez un camion à me vendre parce que j'ai un contrat pour dans 2 mois. Et voilà comment l'affaire est partie. Il n'était pas bleu comme les premiers. J'ai pris ce qu'il y avait parce qu'à l'époque, il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente pour avoir des véhicules. Donc, et voilà comment est parti l'aventure parisienne de l'entreprise. On a fait un premier véhicule bricolé par nous-mêmes, et puis un deuxième, on a investi un petit peu, et puis ça commençait à pas mal marcher. L'entreprise faisait à l'époque à peu près en 1996 à peu près 2,5 millions d'euros. Je ramène tout ça en euros pour que vous puissiez avoir des repères plus simples. Mais c'était encore à l'époque majoritairement fait par le film d'entreprise, qui avait bien décollé. On était déjà à l'époque presque une vingtaine de collaborateurs. Et puis là, je me dis, la télé, ça commence à se décoller. On avait un peu bricolé. On va construire un plus gros camion parce que là, je pense que les Parisiens m'attendent. Le Vendéen, totalement fou. Et je vais voir mon banquier. Je lui dis, écoutez, je fais 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je voudrais acheter quelque chose. Et il me dit, Bernard me dit, ça coûte combien? Ça coûte 2,5 millions d'euros. Et monsieur, vous voulez pas investir l'équivalent de votre chiffre d'affaires annuel? Je dis si, pourquoi il y a un problème? Il dit, il pourrait y en avoir, donc il dit, on va vous aider. Donc là, il y a une forme de partenariat qui est différente, c'est-à-dire qui est née. Le Crédit Mutuel, entre autres, et le Crédit Agricole également, après avoir été client d'entreprise, m'ont aussi aidé à consolider nos fonds propres en rentrant au capital via leur structure Uni Expansion Ouest et Océan Participation, pour que on ait quand même un déséquilibre un peu moins sensible entre nos capacités d'endettement et notre endettement réel. Ça n'a pas été facile, on a travaillé d'arrache-pied, et puis voilà, l'aventure parisienne est partie, et donc à partir de 1997, on avait un grand car régie, et les Parisiens se demandaient d'où on venait, parce que pour eux, il y avait point de vie audiovisuel au-delà de Paris. Là, il y avait un prestataire de province qui ne débarquait de nulle part, et j'avais aussi pris garde de pas directement aller me frotter au gros, parce que j'ai attendez, moi le métier je le connais pas bien. Si je me frotte à eux, je leur pique le moindre marché, ils vont avoir des capacités de rébellion et de vengeance à mon égard, où le moindre euro je pourrais leur prendre, je vais me prendre un revers qui va m'en faire perdre 10 fois ce que je leur ai pris. Donc je suis allé sur des niches. On a démarré dans des domaines qui n'étaient pas du tout couverts à l'époque, étaient les courses hippiques par exemple. TF1 m'a fait confiance, on est parti pendant 6 mois faire la Formule 1, puis après la Coupe du Monde de football. Donc globalement, j'ai appris mon métier un peu à l'abri du regard des concurrents, pour éviter de trop les titiller, de les énerver et de me prendre des coups. Et puis du coup, j'ai aussi pu conforter ma relation avec les clients. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1998, donc 2 ans après avoir construit le car, on avait doublé le chiffre d'affaires. On était passé de 2,5 millions d'euros à 5 millions d'euros. Donc on commençait à se faire une place au soleil. On commençait aussi à tourner dans le domaine du spectacle vivant, parce que pareil, des domaines qui étaient très peu couverts à l'époque par mes confrères. Vous savez, à l'époque, les télévisions, c'était encore des boîtes, hein, qui étaient souvent dans une caisse plastique au mieux, voire une caisse au bois tout autour. Et sur le côté, il y avait un trou dans le bois qui était fait pour aménager un haut-parleur. Généralement en monophonie, à l'époque où vraiment le son était le parent pauvre de la télévision. Et moi, je suis arrivé en disant, j'ai un car régie, et dedans, vous savez, j'ai mis un truc tout nouveau, c'est le Dolby Surround. Tout le monde connaît Dolby. C'était les premières normes Dolby pour faire du son de grande qualité à la télévision, alors qu'à l'époque, la télévision diffusait en monophonie en prêtant aucune attention à la qualité du son. Mais il y a quelques clients qui m'ont dit, toi, tu nous intéresses parce que nous, on est producteurs de spectacles vivants. Nous, on filme de la danse, des ballets, des opéras. Pour nous, le son, c'est important. Et tu as raison d'avoir fait ça. Et donc, du coup, j'ai récupéré quasiment, instantanément, tous les producteurs de spectacles vivants. À l'époque, même, j'avais tellement de scrupules. Parfois, quand j'en prenais un, je me dis, mais si j'en ai un, je peux pas bosser pour le concurrent. Ça se fait pas, et j'ai vite appris qu'il fallait que ça se fasse, parce qu'aujourd'hui on bosse pour 57 producteurs de spectacles vivants en France, pour un marché qui compte 65 producteurs de spectacles vivants. Donc je pense que ceux qu'on ne connaît pas, c'est sans doute ceux qui n'ont pas besoin de nos moyens. Donc on bosse quasiment pour tous les producteurs de spectacles vivants.
à un moment où le marché était quand même, marché de la prestation comme la nôtre, était quand même très ouvert. Il y avait une quinzaine de prestataires en France, donc on est aux environs des années 2000, il y a 15 prestataires, vous verrez tout à l'heure à la vitesse à laquelle ce marché s'est concentré. Et puis, compte tenu que j'ai toujours eu une obsession de pouvoir diversifier mes activités, ne jamais mettre tous mes œufs dans le même panier. Je pense qu'il paraît que ça c'est vendéen, m'a-t-on dit. Avant, je faisais des films d'entreprise, j'ai rajouté la partie télé. Comme ça, je me suis dit, ça ne subira pas les aléas économiques, les mêmes aléas économiques au même moment. Et également dans l'activité télé, je me suis dit, si je fais que du camion, les cars régis, ceux qu'on déplace sur les stades pour filmer les matchs de foot. Je me suis dit, si jamais cette activité peut avoir des soubresauts, il faut que j'ai aussi un pied, une activité plus récurrente, peut-être plus stable en semaine et en période hivernale, qui sont les studios. Donc je me suis dit, comment débarquer dans le domaine des studios. Donc en 2004, M6 lance un appel d'offres pour externaliser le téléachat, et un appel d'offres que je remporte. Donc ça commence par ça, on a d'abord 2 studios. En 2005, il y a Patrick Lelay qui nous dit, je veux vous vendre mes studios. TF1 avait des studios, ils n'arrivaient pas à bien les valoriser parce qu'ils étaient embêtés et compte tenu qu'ils appartenaient à TF1, forcément aucune chaîne concurrente de TF1 voulait la y et donc ils avaient un problème pour accéder au marché et puis ils avaient même du mal à les imposer aux producteurs de TF1 pour deux bonnes raisons. C'est que les producteurs n'avaient pas envie d'acheter le studio à TF1 parce qu'ils n'avaient pas non plus envie de savoir quelle était la marge qui se prenait sur le dos du prestataire technique pour revendre l'émission. Et puis également, les producteurs voulaient pas travailler trop avec TF1 parce qu'en cas de problème technique, c'est-à-dire qu'à un moment, le producteur qui est également le client et le fournisseur de la chaîne pouvaient à tout moment rentrer dans une discussion biaisée avec la chaîne. Donc, Patrick Lelay voulait nous vendre les studios. À l'époque, je faisais peut-être entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'était un tiers de mon chiffre d'affaires du moment. Mais je lui dis, monsieur Lelay, j'ai pas les moyens. Et il me dit, c'est pas grave. Moi, j'ai pas envie que votre concurrent, avec qui il venait de se fâcher un petit peu, un autre breton comme lui, monsieur Bolloré, ait le monopole des studios en France. Il dit, moi, je vous prête l'argent. Sur le montant, vous empruntez un tiers, le reste, je vous prête l'argent, il n'y a pas d'intérêt, vous me paierez à tempérament. Ils sont fous, hein. Et Patrick Lelay, ils sont fous. On a honoré tous nos engagements, mais il y a des gens qui étaient de profonde conviction pour qu'on arrive, nous, à décoller. Et puis des rencontres comme ça, c'est des rencontres assez extraordinaires. Donc on a racheté les studios 107 à TF1. Donc à l'époque, pour ça que la photo de la méthode Coé, tout le monde se souvient de cette émission animée par Sébastien Coé à l'époque. Quand j'ai repris le studio, il y avait 3 clients principaux. Il y avait Jean-Luc Reichmann, qui faisait une émission à l'époque qui s'appelait Attention à la marche. Merci Jérôme. Il y avait Julien Courbet, qui faisait sans aucun doute, et Sébastien qui faisait la méthode Coé. J'ai racheté l'entreprise au mois de mai. Comme quelques années avant, dans le domaine du car régie, j'y connais strictement rien. Je les ai rencontrés, j'ai dit, écoutez, j'arrive, on est en mai, dans 8 jours, vous arrêtez les tournages, on se connaît pas, promettez-moi, revenez en septembre. Je connaissais pas les budgets, je connaissais pas les chiffres d'affaires, je savais pas si ça se passait bien ou pas. Et tous les 3 me disent, Gilles, on sera là au mois de septembre. Ils sont toujours là aujourd'hui. Julien, on fait toujours ses émissions. Sébastien, malheureusement, il a moins d'émissions. On me tourne toujours avec lui un peu sur énergie. Et Jean-Luc Reichmann, l'émission est devenue les 12 coups de midi. Elle est toujours faite chez nous. Donc, les gens m'ont fait confiance au même titre que moi, j'ai fait confiance également en les accompagnant de ce fait. Pour vous donner une idée, en 2005, quand on rachète les studios 107 à TF1, l'entreprise faisait à l'époque 11 fois moins de chiffre d'affaires que ce que nous faisons actuellement, pour vous donner un ordre d'idée. Donc en 10 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires d'entreprise par 11. En 2007, l'autre gros morceau à avaler également, j'ai racheté mon principal concurrent, Visual TV. Le numéro 2 et le numéro 3 français se regroupent pour devenir AMP Visual TV et on était toujours numéro 2 français. L'ensemble du nouveau groupe représentait à peu près 31% de part de marché à l'époque. C'était en 2007. Vous verrez tout à l'heure qu'en 7 ans, on a rapidement gravi et grignoté les parts de marché qu'il nous manquait pour devenir leader. C'est également le début d'un grand mouvement de concentration du marché français.
C'est un mouvement qu'à l'époque, il y avait trop de prestataires en France qui avaient du mal à équilibrer leurs comptes parce qu'on est sur des métiers très très capitalistiques où il faut investir beaucoup. Et si le matériel n'a pas un taux d'usage élevé, il peut plomber l'économie du prestataire. Donc nous, on a densifié à la fois l'économie de Visual, qui était plus gros un petit peu en chiffre d'affaires qu'AMP, mais qui était très déficitaire par rapport à AMP. C'est-à-dire que les bénéfices d'AMP à l'époque ne couvraient même pas 6 mois de perte de Visual. Autrement dit, quand j'ai racheté Visual, il a fallu surmonter les manches tout de suite parce que l'entreprise ne pouvait pas rester très longtemps déficitaire. J'ai rencontré tous les salariés, c'était la veille du 14 juillet, entre le tournage que l'entreprise faisait pour dire, écoutez, vous savez, il n'y a pas 36 moyens de redresser les comptes d'une entreprise. Il faut absolument qu'il y ait moins de charges que de recettes. Pour ça, on a 2 moyens. On augmente les recettes ou on diminue les charges. Le seul facteur que j'ai pour diminuer les charges, à 6 mois, c'est les salaires. Or, je vous fais confiance. Je pense que si vous relevez les manches, je pense qu'on peut tous gagner et tirer cette entreprise vers le haut et la sortir de l'ornière. C'est ce qu'on a fait. On est censé personne. J'ai promis de bien associer les collaborateurs à la réussite. J'aurais versé à la fin d'année des participations et de l'intéressement de manière extraordinaire pour eux. Mais j'étais très content parce que l'entreprise qui perdait structurellement environ 2 millions d'euros à peu près, donc voyez-vous, quand j'ai repris sur 30 millions, il fallait pas s'égarer, est sorti bénéficiaire au bout de même pas un an d'exploitation, puisque je l'ai repris, j'ai eu 9 mois pour redresser l'entreprise avant de faire le premier bilan, et on a redressé l'entreprise en 9 mois avec un premier bilan très fortement bénéficiaire, parce qu'on a créé des synergies très fortes entre AMP et Visual TV. Là où généralement il y a beaucoup d'exemples qui disent que 2 fusions d'entreprises, si elles ne sont pas bien pilotées, pas bien manœuvrées, elles arrivent sur un échec. Nous, ça a été une fabuleuse réussite, mais on s'y attendait pas du tout à ce que ça puisse donner aujourd'hui cette très belle réussite. On était à la fois complémentaires en maillage géographique, vous verrez tout à l'heure la combinaison des lieux où nous sommes en France, en compétences. D'un côté, AMP qui avait développé de la HD, parce qu'en 2003, on était le premier prestataire français à se développer autour des tournages haute définition. Visual qui avait des grands niveaux de compétences dans le domaine de la télévision sans fil, tout ce qui nécessite des caméras sur la longue distance, et puis les savoir-faire dans le domaine du sport d'un côté et du spectacle vivant très complémentaires, ce qui fait qu'on a fait une magnifique réussite au moment de la fusion. Et puis, un bonheur n'arrivant jamais seul, même après les quelques frayeurs du début de la reprise de Visual. Michel Drucker, qui un jour m'appelle, toujours pareil, l'avantage d'être dans le A, dans le répertoire, c'est que souvent son téléphone m'appelait par maladresse. Et donc, j'avais un prétexte pour lui demander de ses nouvelles. Donc, on est comme ça resté au fil pendant quasiment 15 ans. Et il avait toujours des nouvelles du petit stagiaire qui avait démarré 20 ans avant chez lui. Et il me dit, bonjour, Gilles, veux-tu qu'on s'associe? Moi, j'étais tellement heureux, mais je dis, oui, Michel, il n'y a pas de problème, on se quitte et tout. Puis en raccrochant, mais je lui dis, mince, je ne vais même pas demander pourquoi. Donc, je l'ai rappelé, il m'a dit, écoute, je t'explique. Studio Gabriel, faut qu'on passe à la haute définition. La haute définition, c'est toi. T'as un vrai savoir-faire. Aujourd'hui, j'ai un prestataire auprès duquel je suis lié depuis le début de ma carrière, qui était la SFP. Il me dit, j'en veux plus. Ça me ressemble plus. Et j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble. Donc on a refait naître techniquement Studio Gabriel dans les années 2008-2009 avec 2009-2010. On a mis un an à faire la régie. On a dû faire ça l'été. Et aujourd'hui, on a fait de Studio Gabriel, qui est le plus beau studio de télévision au monde, puisqu'il est basé sur les Champs-Élysées. Le nom de l'émission Champs-Élysées n'est pas usurpé, puisqu'en fait, le studio est avenue Gabriel. On est dans les jardins en bas des Champs-Élysées. Et l'équipement et le lieu est doté d'un équipement lumière, d'un équipement technique unique au monde, qui fait qu'on a aujourd'hui des visites régulières de gens du monde entier qui viennent voir notre équipement audiovisuel. Et puis, pendant ce temps, AMP Interactive avait continué son bonhomme de chemin avec toujours une très belle croissance sur la région. Alors moins forte effectivement que celle d'AMP Visual TV à l'international. Quand à l'époque on faisait 50-50 chiffre d'affaires entre la partie film d'entreprise et la partie télévision, ce schéma-là est forcément des limites. Aujourd'hui, la partie télé c'est 97% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais ça permet néanmoins à AMP Interactive de rester leader sur tout le Grand Ouest en production de films d'entreprise. Et puis l'entreprise également s'ouvre au niveau national également. On travaille aujourd'hui pour des grands comptes nationaux. Je peux citer Orange, le Château de Versailles, la Monnaie de Paris, le Mondial de l'automobile, et puis toujours en Vendée, nos clients fidèles, la ville, le conseil départemental, le groupe Mousset, on a eu un très beau prix
il n'y a pas très longtemps, sur un film fait pour Jean-Michel, entre autres. Et AMP Interactive est aujourd'hui toujours leader sur l'ouest de la France en production de films d'entreprise. Un petit mot sur ce qu'on est aujourd'hui, un petit peu en chiffres après l'aventure. On est une entreprise implantée sur tout le territoire national. Toutes mes entreprises ont leur siège social à Olonne-sur-Mer, j'y tiens. Dès qu'on rachète une entreprise, avant de la fusionner, parce qu'il faut simplifier les structures, j'ai toujours amené le siège de mes entreprises dans le 85 et je mettais un point d'honneur à ce que tous mes véhicules soient immatriculés dans le 85. Maintenant, c'est un peu moins visible, mais dès qu'on peut, on fait en sorte que plutôt que d'être dans le 92, nos plaques d'immatriculation soient dans le 85. Évidemment, on ne déroge pas à ce qu'on fait de la télévision pour les Parisiens. La plus grosse base opérationnelle, c'est celle de Paris, à près de 300 collaborateurs. Nous avons une base à Metz également, à Lyon. Lyon est une très grosse base puisque tout le sport est chez nous préparé essentiellement depuis Lyon. Et on a également un relais à Toulouse. Et on a, une base commerciale à Nice et un partenariat avec Monaco. Nous avons là-bas, on exploite un studio pour le compte d'un prestataire monégasque. À Paris, nous disposons de tous les studios qui sont dans Paris Intramuros. On a 21 studios de télévision sur Paris. Donc on est loin des 2 ou des 3 du début. Et notamment les studios les plus prestigieux à Paris. On n'a pas aujourd'hui encore les studios les plus grands en termes de surface. Donc on laisse encore quelques champs à notre concurrent pour qu'il en profite encore bien des quelques domaines où il peut encore être leader parce qu'on n'a pas l'outil pour le contrer, mais qu'il se dépêche. On a par contre tous les studios Intramuros, évidemment studio Gabriel en plein cœur de Paris, les anciens studios de Canal+, que nous avons repris dans le 15e, des studios à la Porte des Lilas. On a, comme tous les prestataires français, des studios à la Porte de la Chapelle. C'est le Hollywood de la télévision à Paris. C'est là où sont fabriquées la majorité des émissions de télévision. On a 10 studios sous la marque Studio 107 et Studio 210 au nord de Paris. Et on a également des studios dans le sud de Paris, Studio 49 et Studio Paris Sud, où on fabrique notamment des émissions de téléachat. Et à Studio 49, il y a une émission quotidienne vous pouvez voir tous les midis sur France 5 qui s'appelle La Quotidienne. Voilà notre maillage parisien dans un marché qui s'est énormément restructuré. On est passé en 15 ans de 15 à 2 prestataires. Nous ne sommes plus que 2 prestataires en France pour un marché du privé qui pèse à peu près 200 à 205 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur lesquels nous représentons aujourd'hui 111 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière a été l'année encore plus forte que l'année d'avant, donc l'entreprise est en croissance chaque année. Nous sommes aujourd'hui exactement 420 collaborateurs. Nous employons à peu près 4000 intermittents par an. On complète nos effectifs permanents d'intermittents. On fait à peu près 3000 contrats de travail intermittents par mois qui se regroupent sur des fiches de paye. On traite à peu près 1200 à 1500 fiches de paye par mois. On fournit un peu plus d'1 200 000 heures de travail au marché de l'audiovisuel en France. On est donc à ce titre-là le premier employeur aujourd'hui de l'audiovisuel en France. On fabrique à peu près aujourd'hui 15 000 heures de télévision par an. Ça représente environ 5 000 programmes, 5 000 tournages. C'est en moyenne 35 à 40 tournages par jour. On dispose aujourd'hui d'une flotte de 34 régies. C'est la plus grosse flotte territoriale au niveau européen sur un même pays. Il y a d'autres de mes confrères qui ont des flottes quasi similaires, mais ils ont plusieurs entreprises sur différents pays. Donc on dispose aujourd'hui de la plus grosse flotte de Carégie en Europe sur un même territoire. C'est exactement 192 véhicules qu'il faut gérer, organiser, planifier. Un Carégie ne peut pas arriver en retard. Il est planifié. Donc c'est réglé au cordeau. Je touche du bois et de la peau de singe. En 30 ans, jamais un camion a failli à un tournage. Parfois on a eu peur, mais ils ont toujours été là, même parfois tractés par une dépanneuse ou sur une plateforme, mais ils ont toujours été là à l'heure pour faire les tournages.
Quelques repères, par exemple, en France, nous n'avons pas un seul sport, hein, il n'y a pas un seul sport en France, un seul sport télévisé en France qui ne soit pas en tout ou partie filmé par AMP Visual TV. Nous faisons 60% de part de marché des retransmissions sportives sur le territoire français. On fait un magazine sur 2 à la télévision française. On fait 90% des grands événements. Il n'y a pas une seule intervention protocolaire depuis 1998 en France qui ne soit pas filmée par AMP Visual TV. Nous avons fait toutes les interventions des chefs de l'État depuis 1998, toutes les interventions lourdes. Hein. Même maintenant, on fait même les vœux maintenant. Alors que les vœux avant, c'était très simple, c'était une seule caméra qui filmait le chef de l'État, mais depuis l'année dernière, ils ont décidé de faire ça par des spécialistes, parce que c'était pas terrible l'année qui précédait. Si vous en souvenez, c'était vraiment pas terrible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul événement protocolaire en France qui ne soit pas couvert par nous. Ça va évidemment de toutes les interventions du chef de l'État, qu'elles soient faites en studio depuis que François Hollande est au pouvoir. Toutes les émissions qu'il a fait en dehors de l'Élysée ont été faites dans nos studios, tant à la demande des chaînes que de l'Élysée, parce que l'Élysée sait qu'on a une procédure adaptée pour recevoir en toute sécurité des chefs d'État. C'est nous qui avons fait le débat présidentiel d'entre-deux tours. Toutes les interventions qui se sont déroulées depuis l'Élysée, depuis 1998, toutes les émissions qui s'y déroulaient, puisque traditionnellement le chef d'État ne sortait pas de l'Élysée pour faire la télévision, c'est nous qui avons tout couvert. Et puis également après toutes les opérations protocolaires, ça va du 14 juillet qu'on va faire prochainement jusqu'au il y a un an, aux opérations du débarquement de Normandie, où on couvrait à la fois cet événement pour les chaînes de télévision françaises et aussi les chaînes de télévision étrangères, la BBC et les télévisions américaines. Le téléachat, c'est 100%. On n'a pas trop de mal. Il y a 2 producteurs de téléachat en France, un pour TF1, un pour M6. On travaille avec les 2, donc on a 100% du téléachat en France, et on a 65% de part de marché du spectacle vivant. Je vous le disais tout à l'heure, ça c'est grâce au fait qu'on a investi avant tout le monde dans des camions en Dolby Surround en 1996, et pour des producteurs qui nous ont dit en 2000-2003, vous devriez investir dans de la haute définition parce qu'on pense que c'est le format de l'avenir. Donc moi j'ai dit je vous crois, je pense que je suis persuadé que c'est le format de l'avenir, tout le monde l'a cru, tout le monde y a cru. Bon, sauf un banquier, mais bon, ils sont rattrapés depuis. Et mes partenaires bancaires m'ont accompagné à l'époque, et grâce à ça, aujourd'hui, on est le leader français dans le domaine du spectacle vivant également, sachant qu'il y a plein de tournages qui se font sans nécessiter des cas régie. Donc, faire 65% de part de marché du spectacle vivant, c'est quasiment 90% des tournages qui nécessitent de le faire avec des cas régie. Voilà un petit peu ce qu'on fait en France actuellement. On est donc le premier prestataire français de tournage télévisé. On est le 3e européen, et on est en train de rentrer dans le top 5 des prestataires mondiaux. Donc je pense qu'on est peut-être le 6e. Donc Jean-Michel, tu me dis qu'on était le 5e. Ben, j'espère que tu seras bientôt un t'es un journaliste bien avisé, ne dit que des vraies choses. Donc ça devrait pas tarder à arriver. Donc aujourd'hui, on est à la porte de rentrer dans le top 5 des prestataires au monde. Actuellement, par exemple, pour donner quelques références, récemment, on a fait le Festival de Cannes, on a fait les 24 heures du Mans que vous avez vu dans le reportage il y a quelques instants. Si vous regardez Fort Boyard qui a débuté samedi soir, c'est nous également. Hier soir, les Jeux européens de Bakou, la cérémonie de clôture et une partie des moyens techniques des Jeux européens de Bakou étaient faits par AMP Visual TV également. On va faire le 14 juillet, on va le week-end prochain par exemple faire le marathon des Dolomites en Italie. Au mois d'août, on a la chance d'avoir été retenu après un appel d'offres mondial pour filmer en présence de 40 chefs d'État l'inauguration du doublement du canal de Suez. Donc aujourd'hui, l'entreprise est très concentrée sur cette opération en Égypte. Et puis en septembre, nous ferons les Jeux africains à Brazzaville notamment. Voilà quelques exemples internationaux. Là, vous avez une photo notamment quand on va à l'international. On a 3 moyens d'accompagner nos clients internationaux sur des gros événements où le client il veut à la fois les compétences d'AMP Visual TV, il veut les gros cas régie d'AMP Visual TV. Ben on loue un avion, on met le cas régie dans un avion, et on va livrer le cas régie là où on doit être. Alors ça arrive peu de fois, c'est arrivé 3 ou 4 fois dans l'histoire de l'entreprise, c'est des moments exceptionnels. Là, le camion partait, comme vous vous en doutez, pour faire la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il faut vraiment des gros événements qui peuvent se permettre ce type de transport. Donc il faut vraiment que le prestataire ait un niveau de compétence mondialement reconnu pour que le producteur il ait envie de payer un Antonov. Ça coûte plus qu'un bras. Une rotation d'Antonov pour aller en Afrique du Sud, ça coûte 600 000 €. Voyez.
Et il y va, il revient à vide, il revient chercher le camion après. Voilà. Donc 600 000 euros, c'est des avions, il y en a très très peu au monde, ce sont des avions russes qui peuvent embarquer 2 camions comme ça. Donc, et là il y a un défaut d'optique, mais je vous rassure, on peut arriver à mettre 2 semi-remorques dans l'avion. Aujourd'hui, l'international représente 20% du chiffre d'affaires de notre activité vidéo mobile et à peine 15% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Donc, je ne vais pas avoir de mal à vous convaincre en vous disant qu'il y a forcément des relais de croissance pour l'entreprise à l'international, et c'est effectivement un axe sur lequel nous travaillons. Preuve en est aussi ici la carte dont tous les pays en rose, c'est les pays où nous avons posé nos flycases ou nos moyens techniques. 50 pays l'an dernier où nous sommes intervenus pour des tournages en complément de prestataires locaux qui n'avaient pas des moyens ou carrément pour tout produire, comme notamment la Coupe du Monde de football. Donc on a, comme je vous le disais tout à l'heure, où on déplace des camions pour des événements ponctuels, des opérations ponctuelles, où on fait des partenariats avec des prestataires locaux pour leur amener des moyens de compétences qu'ils n'ont pas. En l'occurrence sur l'Afrique notamment et le Middle East, et puis sur des pays où on pense qu'il faut être très présent parce que le marché est atomisé mais mérite d'y être. C'est pas des gros marchés mais il y en a beaucoup. On ouvre des bureaux, dont on a également on a ouvert il y a 3 ans au Maroc, à Casablanca. Nous avons ouvert il y a 1 mois en Côte d'Ivoire, et cet été nous retournons à Dubaï, puisqu'après avoir été à Dubaï dans le domaine du corporate, là on y retourne en partenariat dans le domaine de la télévision, pour amener des savoir-faire à un prestataire local qui ne les a pas. Donc voilà les territoires sur lesquels nous agissons au sens géographique du terme. Et puisqu'on parle de territoire, justement, il y a ce qui nous intéresse pour l'avenir de l'entreprise, c'est pas seulement des territoires au sens géographique, mais des territoires au sens plus large, à la fois des nouveaux territoires de services, des nouveaux territoires technologiques, et évidemment aussi des nouveaux territoires de géographiques. Aujourd'hui, on doit absolument aller chercher des relais de croissance dans tous ces nouveaux domaines, puisque le marché français, comme vous avez vu tout à l'heure, on est un opérateur très présent sur le marché. Donc dans les projets stratégiques de l'entreprise, on veut développer l'Afrique petit à petit. C'est un pays dont la télévision va énormément se développer. Il va y avoir un boom dans les 5 à 10 prochaines années en Afrique, donc on doit y être présent. C'est aussi un marché à risque, donc il faut y aller modérément. Pas trop investir, mais être présent à sa juste valeur et par rapport à la justesse du risque. On développe également aussi beaucoup aujourd'hui à l'international ce qui est de la HF. La HF, ça permet de faire des liaisons sans fil entre la caméra et le car régie. On est un spécialiste des liaisons HF, et notamment dans le sport mécanique. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais nous sommes le principal prestataire au monde qui couvrons des courses en sport mécanique. On couvre aujourd'hui plus de 8 championnats au monde dans le domaine du sport mécanique. On a un savoir-faire unique, et aujourd'hui on discute beaucoup notamment avec le Japon et les États-Unis parce qu'ils voudraient bien s'approprier notre technologie. Donc ça, c'est les 2 territoires géographiques, l'Afrique et la HF, où on veut se déployer. On veut toujours rester leader en France parce qu'il ne faut pas non plus oublier ses bases. Aujourd'hui, on est leader en France, et forcément, le leader, il y a beaucoup de gens qui lui courent après, sinon il ne fait pas la course en tête. Et il faut toujours rester en tête, et il faut toujours maintenir ses positions de leader. Et puis, on veut développer l'activité en studio, comme je vous laissais entendre tout à l'heure. Les nouveaux territoires, au-delà d'être géographiques, ils sont aussi dans le service. Aujourd'hui, on se doit d'accompagner différemment nos clients. On développe des activités de conseil, des activités d'ingénierie, où on ne met à disposition de nos clients que l'intelligence de nos collaborateurs sans les outils techniques. Donc on a développé tout un bureau d'études qui accompagne des projets par exemple, ce peut être le recablage du Stade de France, peut-être une grande salle de spectacle. On explique aux gens comment, et aux gens de chez Bouygues ou de chez Vinci, comment la construire en respectant des règles audiovisuelles ou des règles acoustiques. On travaille sur par exemple aujourd'hui une grosse chaîne européenne qui veut s'implanter en Afrique. On lui explique comment développer son infrastructure africaine pour qu'elle corresponde à ses budgets et à ses enjeux. Et puis aussi beaucoup de nouveaux territoires technologiques. On a toujours été le prestataire qui avons toujours été le plus en avance technologiquement en France. Je pense que on a accompagné, on a créé toutes les grandes mutations de la télévision en France depuis les 20 dernières années. Et je pense que si on avait existé il y a 30 ans, on aurait sans doute accompagné le passage du noir et blanc à la couleur. Donc on a notamment en 96 fait le Dolby Surround, la haute définition, le premier car régie français en haute définition, c'était chez AMP Visual TV. Le premier car régie en relief, vous l'avez vu tout à l'heure,
on l'a embarqué dans un Antonov pour aller en Afrique du Sud. C'était aussi chez AMP Visual TV. Les premiers tournages en ultra haute définition, en 4K, il y a maintenant plus d'un an sur Roland-Garros, c'était nous également. Et puis toutes les applications de second écran, vos tablettes qui accompagnent l'écran principal, c'est également des savoir-faire sur lesquels on s'est positionné parmi les premiers en France. Et ben justement, puisqu'on parle des tablettes et de toutes ces mutations technologiques, moi qui suis un technicien, quand je raconte ça aux gens, tout ce qu'on a fait en nouvelle innovation technologique depuis 20 ans, les gens nous disent mais c'est fabuleux, c'est quoi les prochaines évolutions? Eh bien, j'en ai écouté. La prochaine, la plus fabuleuse qui arrive, elle n'est pas technologique. Parce que vous ne vous êtes jamais rendu compte, mais malgré tout ce qu'on peut vous raconter, au passage du 4/3 au 16/9, le format large, de la simple définition à la haute définition, la 4K, la 3D, globalement, pour vous étiez toujours un spectateur passif devant votre écran télé. Vous subissiez toujours le journal télévisé de Claire Chazal dans l'ordre où elle voulait bien vous livrer les informations et vous n'étiez en rien, vous n'agissiez en rien ce contenu du programme. C'est-à-dire que la télévision, tout aussi techniquement moderne soit-elle, elle était beaucoup moins interactive que la presse, que le papier qui était inventé par Gutenberg. Et j'en ai dit, non mais c'est pas possible. Eh ben oui. Et les plus belles évolutions sont celles à venir, celles où justement aujourd'hui, avec la convergence des médias, qui sont maintenant convergés, où Internet se mélange avec l'image, où aujourd'hui, le spectateur peut totalement agir sur le contenu qu'il veut lire, qu'il veut visionner, il devient un téléspectateur, on a une véritable interactivité avec les contenus, et donc aujourd'hui, ce qui est fabuleux, c'est qu'on va pouvoir nous travailler en tenant compte de ce qui va bouleverser, ce qui est en train de bouleverser l'audiovisuel aujourd'hui, c'est le changement des usages, des modes de consommation de l'image. Aujourd'hui, vous n'êtes plus passif devant un écran télé, vous êtes actif devant votre écran télé, il va devenir interactif déjà aujourd'hui grâce aux tablettes, mais demain, votre écran télé va devenir totalement interactif. Vous avez sur vos télécommandes des petites touches cardinales, le nord, le sud, l'est et l'ouest, en dessous 4 petites touches de couleur rouge, verte, orange et bleu, ou jaune et bleu. Vous avez accès à des menus avec ça. Ça, c'est déjà même du passé, ça avait été imaginé il y a 2-3 ans. Demain, votre télécommande va devenir, au-delà de pas changer de chaîne, vous allez d'abord gérer vos contenus sur votre télécommande, des contenus additionnels. Vous aurez un écran principal qui aura le programme principal. Vous aurez sur la tablette des contenus additionnels, voire même d'ici à 3-4 ans, la tablette sera le terminal de votre écran télé. Vous allez recevoir vos images sur votre tablette, vous allez les passer sur votre écran télé ou d'autres, au choix. Votre écran télé, voire l'écran télé qui sera encastré dans le mur dans la porte du frigidaire dans la cuisine, celui qui sera dans la baie vitrée de votre salle de bain. L'image va vous envahir, mais vous arriverez à la maîtriser grâce à des outils très simples du style domotique. Ça, c'est fabuleux parce que nous, prestataires, on a de la chance que tant qu'il y aura des images, les gens auront besoin de nous. Il y a tellement de modèles économiques, on en parlait tout à l'heure, qui ont été bouleversés par l'arrivée des nouveaux modes de diffusion, notamment, par exemple, Amazon a ébranlé l'économie des libraires, mais n'a pas tué l'auteur, sous réserve du respect des droits. Nous, notre métier, on est à la fabrication même de la source, on fabrique de l'image, et donc demain, tant qu'il y aura des images, il y aura besoin de gens comme nous qui la fabriqueront. Et en plus, on aura la chance que l'ouverture des nouveaux supports de diffusion nous permet à nous de faire valoir de nombreuses innovations technologiques et de nombreux nouveaux services. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de la belle aventure de la télévision, en tout cas pour AMP Visual TV. Donc ça, c'est aujourd'hui, pour moi qui suis un technicien, je vous dis que la plus belle aventure de la télévision, elle sera pas technique, elle sera dans les modes de consommation de l'image et on y jouera un rôle très très important, comme on a toujours joué depuis une trentaine d'années en anticipant le changement en permanence des modes de consommation. Je suis un obsédé de me dire qu'est-ce qui pourrait faire que demain, dans un monde très changeant, mon entreprise n'ait plus le même succès. Donc, c'est quoi le changement de demain? Parce que je résume souvent ce mot de la crise. Une de mes manières de voir la crise, c'est quand le changement s'accélère au-delà de notre capacité à accepter le changement. Je pense que on a eu la chance de pas être trop victime des aléas de la crise, parce qu'on a justement su faire en sorte, on s'est obligé à être en permanence, à avoir cette agilité pour accompagner le changement attendu par nos clients. L'innovation, au même titre que le client ou que le collaborateur, c'est les 3 ingrédients fondamentaux de la réussite d'une entreprise. Moi, je m'oblige, en plus, je viens de la technique, donc je m'oblige à ce que tous les jours, on surprenne nos clients par des innovations technologiques,
qui ont de la valeur et qui font sens. J'essaie d'identifier des nouvelles sources de valeur au sein de l'entreprise qui impliqueront les collaborateurs. Je m'efforce de faire en sorte que toute l'équipe se réinvente tous les jours, se réinvente techniquement, se réinvente dans le service. C'est ces valeurs. Alors ça, je pense que c'est bien vendéen. On le revendique. C'est cet état d'esprit des valeurs de l'entreprise. C'est notre principale force. C'est à la fois innover, je l'ai dit, les collaborateurs qui sont des vrais piliers de l'entreprise et nos clients sur lesquels on ne fera rien. Il faut capturer le client. Un client pour si on lui amène un ensemble de services que nul autre ne pourra lui amener, en combinant des services dans différents domaines, il va rester captif malgré lui. Et du coup, on va, comme je dis toujours, on va créer des barrières à l'entrée pour éviter la concurrence et abaisser les barrières en sortie, parce qu'il faut garder le client. Et puis aussi dans nos valeurs, c'est aussi une organisation d'entreprise qui est très simple. On a que 5 niveaux hiérarchiques. En dessous de moi, entre mes collaborateurs et le conducteur du camion, il y a que 5 niveaux hiérarchiques, donc la circulation de l'information est aisée. Et nos clients ne connaissent en moyenne que 5 à 8 interlocuteurs. Le reste de la force d'entreprise sont des relais qui agissent pour exécuter le tournage et la mission attendue par le client. Donc et ça, l'entreprise peut grandir. Demain, on peut passer de 420 à 500 salariés. Pour le client, ça ne changera rien. Ça tombe bien, on n'a pas envie qu'ils se rendent compte de la taille qu'on est. Ils pensent toujours qu'on est le petit prestataire français, le challenger, et ça nous va bien. On ne s'affiche pas, on ne fait pas de la position de leader un argument de vente. Leader, ça ne veut pas forcément dire qu'on est meilleur. Or, si on a aimé des clients, c'est parce qu'on est le meilleur. Donc quelque part, c'est pas le leader ne nous donne pas nous donne aucun droit, mais que des devoirs de service auprès du client. Et puis aussi aujourd'hui, on est une entreprise familiale, donc le capital est détenu à 100% par des partenaires français. J'ai la majorité du capital. 3 banques m'ont rejoint, dont les 2 premières, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, dès 1997. Donc pour vous dire que elles ne sont pas arrivées avec les réflexes que l'on pourrait croire de capitaux risqueurs, de private equity, tels qu'on les décrit, on les dépeint dans le quotidien. La Banque Populaire est venue nous rejoindre il y a quelques années. Ces 3 partenaires bancaires détiennent 42 à 43% du capital. J'ai 18 collaborateurs cadres qui détiennent 5% du capital et Michel Drucker détient 1% du capital, en plus d'une société que nous avons ensemble qui gère Studio Gabriel. Donc on est sur un fonctionnement très stable. Le turnover chez nous est 2 fois et demi plus faible que le taux national, la moyenne nationale. On a 2,5% de turnover contre un peu plus de 6 au niveau national. Et surtout au niveau du management, on a un turnover qui est égal à 0. Alors, je m'en réjouis actuellement. Je m'en inquiète également parce que je voudrais pas que dans les 10 ans à venir non plus, tous les managers d'entreprise arrivent comme moi à l'approche de la soixantaine. Et là, ça posera un problème de succession, de nouvelle génération. Donc, j'ai demandé à tous mes managers d'identifier dans l'entreprise la personne qui leur succédera. Et je vais peut-être même faire en sorte que ce soit dans le pacte d'entreprise aujourd'hui qu'il faut identifier le manager de demain, les talents de demain, sans craindre de faire grandir autour de soi des talents plus importants que soi-même. Alors, dans les clés du succès, pour conclure, je dirais que j'ai toujours voulu une entreprise très agile. Moi, j'ai le sens du service vissé au corps et donc déjà à partir de l'instant où on veut rendre service à un client, le client il est imprévisible. On ne sait pas quand est-ce qu'il va appeler et quand il appelle, parfois il peut appeler dans l'urgence. Donc on se doit d'être très agile pour toujours dire oui à un client. La conception de dire non à un client, sauf dans certaines limites, mais est impossible. Il faut également partager en permanence avec ses salariés. On ne réussit pas sans l'équipe. Le chef d'entreprise, le chef d'orchestre par exemple, est bien moins talentueux que le premier violon. Moi, j'ai aucune des compétences de tous les gens qui m'entourent. J'essaie juste de les faire grandir et les faire évoluer dans une harmonie et leur dire où on va. Donc, il faut partager avec eux à la fois les bons et les mauvais moments. Donc, ça veut dire aussi un dialogue permanent auprès des collaborateurs. Il faut pousser en permanence l'innovation. Si on n'innove pas, et notamment nous, il y a 2 ans, quand la crise nous a aussi affectés, notre chiffre d'affaires a stagné, les marges se sont réduites, donc les moments étaient plus durs, et à l'image de certaines entreprises vendéennes dont j'ai partagé quelques instants quelques réflexions stratégiques avec des collègues, je me suis dit on va développer et densifier le service R&D.
Parce que si c'est pendant la période où c'est un peu plus dur qu'on renforce notre capacité à créer et à innover, quand le vent va revenir, on va capturer plus de clients que les autres. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est entre autres les clés du succès cette année, puisqu'en période de crise, on a réussi cette année à faire croître notre chiffre d'affaires de presque plus de 5%, 6% exactement, ce qui était dans l'environnement économique actuel totalement imprévu. Même nous, on n'a pas du tout prévu au niveau du budget. Et puis tous les jours, tous les matins, je me dis, je suis obsédé par ça. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision en permanence pour faire en sorte que demain, l'entreprise perdure? J'ai installé mon entreprise en termes d'organisation depuis maintenant 7-8 ans avec le rachat de Visual TV. Mais je suis persuadé que ça peut pas durer comme ça. Il faut que je revoie encore mon organisation parce que là, on a démarré à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à 110, 111 aujourd'hui. Je me dis, demain, est-ce que cette organisation, elle est adaptée à pouvoir supporter sereinement encore de la croissance, sans mettre l'entreprise en péril, sans mettre les collaborateurs dans le rouge. Et donc, évidemment, je m'alerte de tout ça. Et donc, je suis en train de réfléchir pour dire comment on peut encore cogiter pour tout ça. Dans le prochain jour, je réunis tous mes cadres de direction ici au SAB pour dire est-ce qu'il n'y a pas encore moyen d'optimiser notre modèle pour que notre entreprise puisse grandir toujours sereinement en conservant toujours son centre d'activité ici au Pays des Olonnes. Et justement, je pense que, puisqu'on parle du Pays des Olonnes, je pense que ce qui aurait pu être vécu comme un handicap a été pour moi un fabuleux atout. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'entreprise et quand elle a grandi sur les marchés de la télé en 92, vous savez, 92 c'était la guerre du Golfe, donc première crise économique après le choc du pétrole. Et moi, j'ai jamais connu les périodes de vache grasse. Donc j'ai toujours dû faire avec des conditions économiques difficiles parce qu'après les crises se sont enchaînées. Et j'avais en plus une autre difficulté, c'est que j'étais vendéen. On dit, comment ça se fait ça? Alors je le dis parce que la télévision elle se fait à Paris et j'ai fait de ce handicap vendéen un atout fabuleux en revendiquant d'être vendéen. Et le Vendée Globe a été, je le cite souvent en exemple, pour nous un fabuleux accélérateur de croissance. Quand j'allais voir mes premiers clients à Paris en 1996-97, quand on a commencé à grossir, je leur parlais de la Vendée, j'étais forcé de situer par rapport au Vendée Globe. Parce que quand je leur disais, pour eux, j'étais un ovni, une étoile filante qui arrivait de je ne sais où pour qui allait bientôt disparaître dans la pénombre, pour dire mais c'est qui? Comment se dit qu'il y a un prestataire dont on n'a jamais entendu parler qui soit vendéen? Donc, je leur expliquais où était la Vendée, où étaient les Sables d'Olonne, je leur situais ça entre Nantes et La Rochelle. Ils voyaient pas trop. Je leur disais, il y a le Vendée Globe, vous savez, cette course autour du monde qui part des Sables d'Olonne, qui revient aux Sables d'Olonne. Alors à l'époque, ils me disaient ah oui, peut-être, parce que la notoriété du Vendée Globe n'est plus celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'en joue toujours. Je joue de notre localisation vendéenne. Et j'en dis toujours, vous savez, mon siège est au Sables d'Olonne, la ville du départ du Vendée Globe. Alors je commence à leur faire le topo, là où les bateaux y partent, ils reviennent. Puis attendez, arrêtez, on sait. C'est bien. Vous savez, au début, mes premiers clients, quand j'étais les voir, je leur ai dit, pour m'appeler, il faudra faire le 16. Je sais plus dans quel sens ça marchait. Il fallait faire le 16-1 dans un sens, il fallait faire 16 dans l'autre sens. Et un jour, l'assistante d'un de mes bons clients, et c'est quelqu'un que je connais très bien, me dit, mais attends, comment on appelle la province? Mais ça va pas être possible. Je me suis dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, donc, donc, j'ai fait de ce qui aurait pu être que des handicaps un atout. En faisant de la Vendée déjà, les gens me situaient avec un prestataire, j'étais la petite boîte vendéenne. Donc déjà, on existait, il faut toujours se faire remarquer à ce niveau-là. Puis voilà, en fait, comment j'ai fait de la Vendée un atout, mais c'est vrai que je me suis bien servi du Vendée Globe, et qu'après, tout le monde disait, ah oui, la Vendée, quel département avec cette réussite économique, puis l'autorité de la Vendée a énormément grandi, donc la Vendée a été pour l'entreprise un très très bel accélérateur de croissance et d'image aujourd'hui, et surtout au début, quand je m'adressais à des Parisiens qui avaient des raisonnements très parisianistes, c'est-à-dire que pour eux, déjà, ils étaient parisiens, donc il n'y avait pas de vie au-delà de Paris pour la majorité d'entre eux, et surtout dans le milieu audiovisuel, à l'époque, il ne se créait que à Paris. Justement, puisque on parlait des clés du succès, l'envie, parce que je vous avoue qu'au début, si je m'étais rendu compte de la difficulté à faire tout ça, je sais pas si je l'aurais fait. Vous savez, il y a cette citation de Mark Twain qui disait que il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc peut-être que j'étais un petit peu comme Mark Twain. J'avais pas de moyens, pas de réseau, j'étais tout seul avec un collaborateur, peu de matériel, mais une envie fabuleuse. Donc preuve qu'avec l'envie, on peut avoir toute l'énergie à conquérir tous nos objectifs. Pour ça, il a fallu être patient.
c'est ce que je conseille à des chefs d'entreprise qui se développent. Faut savoir être patient. Vous savez, on me dit comment une souris peut-elle manger un éléphant? Ben la réponse elle est bouchée par bouchée. Ça fait 30 ans et aujourd'hui j'ai réussi à manger tous les principaux prestataires français. Ça n'a jamais été mon but. J'ai jamais eu une soif de revanche quelconque, mais le marché s'est présenté comme ça. C'est nos clients qui nous ont appelés pour le faire et après, on y a pris aussi du plaisir à le faire. On était très très curieux également. J'ai toujours été beaucoup à l'écoute de mes clients et j'ai partagé leur curiosité. Je dis à mes collaborateurs, je dis inquiétez-vous de vos clients, occupez-vous de vos clients sans attendre qu'ils aient un projet pour nous. Dès qu'on a fini un tournage, avant un prochain appel d'offres, allez voir le client, prenez soin de lui. Mais pas seulement de notre interlocuteur, de son entreprise, comment elle va, voire même de son marché. Intéressez-vous au client et si on crée de la proximité avec du client, indirectement aussi le client nous le renverra bien. C'est le principe même du bon sens. L'autre jour, un journaliste anglais me disait mais pourquoi est-ce que vos clients vous aiment? Il m'avait jamais posé la question. Et j'ai répondu aussi simplement que la question était simple. Et je me suis dit sans doute parce qu'on les aime. Le lien avec le client, il se partage et on peut pas aimer des gens si on n'est pas nous-mêmes aimants. Et donc voilà la réponse simple à sa question simple, mais finalement avec aussi beaucoup de bon sens. Et puis aussi, j'ai jamais été très prudent dans tout ce que j'ai entrepris parce que je crois que j'ai bousculé beaucoup de fois l'entreprise. On a pris des risques énormes. Le premier tournage, le cas régie où on a investi autant de notre chiffre d'affaires annuel. Je me souviens de mon premier gros cas régie. Je le glisse comme une anecdote. Je prends une minute, mais je pense qu'on est bon dans le timing. C'était je sais plus quand exactement, en 93. On avait peu de moyens. J'avais à l'époque 4 caméras. Maintenant, je vais en avoir 420 à peu près. J'avais 4 caméras dans une régie qu'on déplaçait en caisse. On appelle ça un fly case. Comme ça, on faisait des tournages à l'international. Et un vendredi après-midi, on était au Sable. On était une petite équipe. On n'était même pas une petite dizaine. Et puis, on dit tiens, on va passer un bon week-end. Ça va être tranquille. Il n'y a pas de tournage ce week-end. On va pouvoir en profiter. Et 16h, le coup de téléphone sonne. TF1 m'appelle en me disant est-ce que tu as ta régie qui est disponible pour partir lundi matin faire un tournage en Égypte à Sharm el-Sheikh. Je dis que je suis désolé, j'ai bien la régie, mais compte tenu que j'ai que 4 caméras et que j'avais un petit camion, les 4 caméras, elles allaient de la régie au petit camion. Et là, elles étaient dans le petit camion pour faire un tournage quelque part en Vendée. Je suis désolé, j'ai pas. Il raccroche. Oh, il dit c'est ballot, TF1, ça fait des mois et des mois que je leur cours après pour les avoir, je les ai pas comme clients. Et là, il m'appelle. Je peux rentrer à TF1 pour un plan sympa, lundi matin partir à Sharm el-Sheikh. J'ai pas la régie disponible. Bon, tant pis. 1h30 après, le téléphone ressonne. De nouveau TF1, il était 17h30. C'est important l'heure, vous allez voir. Et ils nous disent, écoute, on a fait le tour du marché. Personne n'a rien. Toi, tu as au moins la régie. Tu n'as pas les caméras. Tu te démerdes, tu trouves les caméras. Lundi matin, tu as 9h au Bourget, on part à Sharm el-Sheikh. J'étais au Sable d'Olonne. J'avais pas à l'époque du bureau parisien. J'appelle un loueur parisien. As-tu des caméras? Il me dit, j'ai pas de problème, j'ai des caméras. Et tout ouvert le samedi matin, je reviendrai. Donc tout de suite, trouver un gars, on envoie un coursier à Paris, un technicien, il prend les caméras, il les ramène au Sable d'Olonne. Donc aller à Paris, revenir au Sable d'Olonne, on était samedi, le rendez-vous était à 9h au Bourget le lundi matin. On installe les caméras pendant tout le week-end et tout. Entre-temps, coup de téléphone de TF1 qui me dit, maintenant on peut dire ce que c'est. Parce qu'avant je pouvais pas te dire, c'était secret. On embarque à bord de 2 avions privés de Bouygues Aviation, on s'en va à Sharm el-Sheikh pour couvrir le congrès des chefs d'État contre le terrorisme et on fait avec ta régie le journal télévisé de TF1 et de France 2 en direct sur les 2 chaînes avec le chef de l'État mardi soir. Et là je me dis putain Salé, dans quelle galère tu t'es foutu. C'est le genre de tournage qu'on peut pas planter, qu'on n'avait jamais fait. Et on n'avait que 4 caméras. Quand on filme le chef de l'État, généralement, vous savez, on en met toujours 2 sur lui au cas où une tombe en panne. On faisait les 2 chaînes. Il fallait forcément qu'il y ait une image sur le mec de France 2 et sur une image sur le type de TF1. Rien que ça fait déjà 4 caméras. Comment on fait le plan large? Comment on fait le secours? Là, on était en mode panique totale. Bon, on va essayer de s'en tirer. Une demi-heure après, coup de téléphone du mec de TF1 qui se présente, le directeur des productions. Allô, Salé, c'est un tel, je vous connais pas, vous avez intérêt d'être bon. Je suis punaise. Non seulement on les dépanne, et en plus ils nous mettent un con, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est devenu mon meilleur ami ensuite dans la profession. Et on se retrouve au Bourget à 9h le lundi matin, on embarque, on va à Sharm el-Sheikh, et tout se déroule merveilleusement. Et là, voilà, on a gagné nos galons. On l'aurait planté, je pense qu'on n'aurait jamais travaillé pour TF1 après. Donc faut faire preuve d'audace de temps en temps.
parce que la prudence est parfois dangereuse pour l'entreprise, même si maintenant il faut quand même pondérer mon propos parce que l'environnement économique actuel quand même ne permet pas ce que j'ai pu faire il y a 15 ou 20 ans. Vous savez, un chef d'entreprise, je me plais à dire, c'est quelqu'un qui a plus d'idées que de ressources. Pourtant, Dieu sait si des ressources, j'en ai plus qu'hier, mais je pense que je dois avoir trop d'idées, encore plus d'idées que de ressources néanmoins pour y arriver. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je finirai sur cette phrase de Bill Gates qu'on a reçue la semaine dernière sur le Grand Journal. Je l'ai mis enfin parce que le succès est un mauvais professeur. Il pousse des gens intelligents à se croire infaillibles. Donc il faut savoir garder tête froide, humilité et prudence dans tout notre quotidien.